Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est une conférence qui vient sur une période qui commence à être un peu chargée en ce qui me concerne, puisque l'activité me rattrape. Je travaille en effet auprès de l'équipe de France masculine de hand, de pas mal d'athlètes, avec le volley aussi, et l'année prochaine, je travaillerai avec la fenêtre pour changer un peu, parce que le volley, ça devient fatigant. C'est la défaite. Et ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'une longue réflexion et d'expérience depuis maintenant une trentaine d'années. Ouais, c'est mieux comme ça. Et surtout, comment dirais-je, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a observé chez le sportif a permis de comprendre beaucoup de situations tout à fait en dehors de ce cadre-là. En fait, le sportif de haut niveau constitue un modèle expérimental très intéressant qui permet de comprendre comment on peut rendre malade quelqu'un qui n'a aucune raison de l'être. Donc ça permet de comprendre ce qui survient dans beaucoup de pathologies. Tous les mécanismes, tous les phénomènes que l'on décrit dans la désadaptation sont similaires, peut-être en ampleur et en rapidité de survenue un peu différentes à ce qu'on voit chez le tout venant. Et donc, il y a beaucoup de notions qu'on a modélisées, qu'on a observées, qui ont pu ensuite être mises en application, tout ce qui est en lien avec l'hyperperméabilité intestinale, dont je vous parlerai, avec les problématiques immunitaires, puisque depuis 4 ans, on a quand même été un peu servi. Donc, comment mettre tout ça en perspective, avec quelques éléments aussi sur le stress, puisque le stress, on en parle tous sans vraiment le définir, ça n'a rien à voir avec la gravité des événements, même si certains événements graves provoquent du stress. Je vous laisse patienter un petit peu pour le découvrir. Donc, le plan, je vais faire un petit historique rapidement sur les concepts, comment on est passé de la nutrition à l'épinutrition, sachant que très souvent, le public emploie un peu comme synonyme diététique, nutrition, alimentation, et on a l'impression que les mots sont interchangeables, surtout depuis qu'on a, on va dire, complaisamment accolé le titre de nutritionniste au diététicien. Mais la nutrition, c'est une science qui s'intéresse aux aspects énergétiques, au rôle fonctionnel des aliments, c'est-à-dire qu'en gros, on essaie d'identifier comment certains ingrédients qui sont dans notre assiette peuvent influencer notre santé, que ce soit les ingrédients nutritionnels, les ingrédients immunitaires, les ingrédients toxiques. Et puis, elle s'intéresse aussi au comportement alimentaire, puisque le comportement alimentaire est largement influencé par un grand nombre de processus qui surviennent dans notre corps. Alors, les nutritionnistes ayant été frappés d'un grand coup de paresse dans les années 80, ils ont abandonné le champ des aspects fonctionnels aux approches alternatives, et ils ont la mauvaise idée d'abandonner le comportement alimentaire aux psys, ce qui n'a absolument rien arrangé au problème, si ce n'est que les psys n'ont pas renvoyé la balle en disant on n'y arrive pas. On sait aujourd'hui, par exemple, que les problèmes d'anorexie ou de troubles de comportement alimentaire ou d'addiction, qui semblent être assez répandus dans la population, puisque une dernière statistique parue indiquait que 40% des 18-25 ans avaient déjà consommé de la coke en France. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. En fait, ces processus-là sont largement liés à des dérèglements importants du dialogue qui est entre notre intestin et notre cerveau, et aux conséquences que ça a sur l'expression de nos gènes. J'aborderai aussi la notion d'exercice et de sphère digestive, et puis l'optimisation nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est, sur quoi on peut s'appuyer? C'est pas des recettes, c'est plus une manière d'aborder les choses, et j'évoquerai quand même quelques éléments, quelques ingrédients, quelques molécules qui reviennent assez souvent dans la prise en charge avec les études qui soutiennent leur mode d'action. Alors d'abord, partons du début, c'est-à-dire sur quoi repose la réussite sportive. On pourrait largement extrapoler ça à la réussite universitaire, à la réussite musicale, à la réussite artistique. Bon. Sur cette dernière, d'ailleurs, le premier critère qui est les aptitudes innées, tout le monde n'est pas d'accord, donc on ne va pas rentrer dans le débat, mais revenons au sujet qui nous concerne. Imaginons le cross du collège qui est organisé tous les ans, et puis il y a un gamin qui court jamais, qui gagne. Il a donc des aptitudes innées qui sont supérieures à la moyenne. C'est comme ça, c'est la grande injustice de la biologie. Hein. Comme il y a des gens qui sautent du 47 et d'autres qui sautent du 32, il y en a qui ont ces aptitudes-là. Et là, il y a deux situations qui se présentent. Soit ce jeune dit, moi, ça m'intéresse pas, la course, c'est nul, je préfère aller en boîte. Et donc, il a juste un potentiel qui ne s'est pas exprimé, au regret de certains.
soit il dit ça m'intéresse vraiment, il poursuit dans cette voie et il commence à exprimer à obtenir des résultats qui font qu'on s'intéresse à lui et qui va intégrer une structure appropriée, qui peut être un sport-études, une classe, etc. Et là, évidemment, il va être soumis à des niveaux de contraintes plus élevés. Et donc, une des clés de la réussite, c'est l'aptitude à supporter des charges de travail importantes. Et c'est pas parce qu'on peut courir vite qu'on peut courir souvent. Ça, c'est un problème qui se pose et il y a beaucoup d'études en physiologie de l'exercice qui s'intéressent à ce qu'on appelle le surentraînement, qui ont des très bons modèles expérimentaux qui consistent à faire augmenter de plus de 25% la quantité d'entraînement d'une année à l'autre. Ça, c'est le meilleur moyen de provoquer de l'entraînement, de surentraînement, pardon. Donc, c'est ce qu'on rencontre par exemple en sport-études ou dans les filières où on a des gamins qui passent de 3 entraînements par semaine à 6 ou 8. Et évidemment, on part du principe que s'ils sont capables de courir vite, ils peuvent s'entraîner 6 fois par semaine. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est une question de mental. On voit ça souvent. Et comme en France, on a une pyramide dont la base est très large, ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le mental. Ceux qui réussissent, ils valident le système. Bon. On sera au Luxembourg, on fera autrement. Et c'est pas le tout, il y a aussi des adaptations aux contraintes extrasportives et au stress. Les contraintes horaires, la chaleur, le stress, les décalages horaires. C'est l'excuse qu'on peut trouver aux joueurs de tennis français à Roland-Garros, puisque depuis le début de la saison, ils ont traversé 25 fuseaux horaires. Alors les autres aussi, mais eux, ils sont français, si vous voulez, ça joue plus. Comme je dis souvent, si vous voulez m'inviter à Roland-Garros, prenez-moi des places le lundi la première semaine, sinon on ne voit pas les Français. C'est une réelle. Et évidemment, il y a ces contraintes et pèsent réellement. On peut faire un petit test pour s'en rendre compte. Imaginez que certains parmi vous fassent de l'athlétisme et puis qu'ils doivent faire un jour une séance de 10 fois 400 mètres, qui n'est pas une séance rigolote. Ils font ça après 9 heures de travail, ils arrivent au stade, ils sont juste à l'heure, ils vérifient dans le coffre qu'ils n'ont pas oublié les pointes pour mettre sur la piste. Et puis ils font la même séance le dimanche matin à 10h30 après avoir passé une bonne nuit, pris un bon petit-déj et est arrivé tranquille. Il est évident que sur un contenu de séance qui est similaire, l'impact biologique n'est pas du tout le même. Et que si vous rajoutez à ça des stress, des environnements économiques incertains, depuis 2021, dans les sports co par exemple, ou dans certaines autres disciplines, le fait qu'il y ait eu des huis clos, qu'il y ait eu des compétitions arrêtées, ça a mis complètement à l'envers toute l'économie de certains sports, et il y a des gens qui vivent dans un stress permanent. Et donc, ces différents niveaux d'aptitude finalement vont contribuer à ce que le potentiel de l'athlète se réalise ou pas. Et son potentiel, il peut être de niveau international, niveau national, niveau régional, peu importe, c'est le projet de la personne qui est important. Donc ceci est imposé. Très souvent, on part dans les logiques d'entraînement, et avant de partir sur des contenus d'entraînement, il est intéressant de se poser la question, qui est la suivante: sur quoi repose la réussite du sportif? Or, très longtemps dans les ouvrages, on parlait des sports d'endurance, sports de force, sports de vitesse, sports collectifs, ce qui est une totale méconnaissance des pratiques, puisque dans tous les sports, à différents niveaux, on utilise ces différentes aptitudes. Même un marathonien, il travaille la vitesse, il fait de la musculation, un cycliste aussi. La vitesse, la coordination, l'adaptation à la nouveauté, ça fait partie aussi des contraintes qui peuvent entrer dans la réussite. La gestion du sommeil, que ce soit pour récupérer entre deux entraînements ou quand on court la nuit, qu'on fait le tour du Mont Blanc. Tolérance au chaud, tolérance au froid, qui sont largement influencés par le niveau de stress. Ça, c'était une observation qu'on avait faite dans le milieu du vélo au milieu des années 2010, où en gros, les athlètes dont on mesurait par le cortisol le niveau de stress et qui étaient soumis à des contraintes thermiques, on voyait que ceux qui avaient le niveau de stress le plus élevé étaient ceux qui s'adaptaient le moins bien à la chaleur ou à l'altitude, même s'ils s'y entraînaient régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre d'une certaine façon, c'est que si le niveau de contrainte auquel on est soumis est déjà élevé, tout niveau de contrainte supplémentaire n'est pas supporté. Donc toutes ces compétences comptent à des degrés variables et qui ne sont pas toujours clairement hiérarchisées par les coachs, c'est-à-dire que savoir quoi faire pour réussir est une situation qui est potentiellement stressante, puisque le stress, c'est notamment ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible et ce qui échappe au contrôle. Et donc face au stress, on a des réponses toutes faites, notamment qu'est-ce qui rassure un entraîneur, qu'est-ce qui rassure un athlète? Le nombre d'heures, le nombre de kilomètres. Et souvent, on dit, je me suis bien entraîné, cette année j'ai fait tant d'heures d'entraînement.
Bon, mais j'ai le souvenir d'une expérience avec Martin Fourcade, avec qui j'ai travaillé. Vous vous souvenez peut-être, il a été X-fois champion du monde de biathlon. Il y avait un été où il était tombé malade. Il avait eu une mononucléose et puis il avait raté les stages super importants de ski à roulette au mois d'août, parce que si vous ne faites pas de ski à roulette au mois d'août, au mois de février, vous êtes nuls. Hein, ça c'est écrit dans le journal. Donc il reprend l'entraînement avec un mois de retard. Première compétition de l'année, il gagne. Commentaire de l'entraîneur, c'est super qu'il ait gagné, mais il faut qu'il s'entraîne maintenant, il faut qu'il rattrape le retard. Alors, le retard sur qui, puisqu'il est devant les autres? Mais, si vous voulez, c'est une manière de regarder les choses où on a l'impression que si on sort du cadre et qu'on ne prend pas le même chemin que les autres, on ne regarde même plus le résultat que vous avez, il faut qu'on remette dans le cadre. Alors, ce qui nous rassure, c'est que ça existe que dans le milieu sportif, n'est-ce pas? Bon. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui détermine la compétence d'un gardien de but de hand, un sujet que je connais assez bien, comment on mémorise les impacts des tireurs, comment on garde la concentration, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces aptitudes nécessitent la présence optimale de molécules, donc la nutrition du cerveau, nutrition de la souplesse, nutrition immunitaire, et qu'évidemment notre manière de manger conditionne, même de manière transversale, tous ces phénomènes. Par exemple, quelqu'un qui a régulièrement des problèmes infectieux ne va pas avoir les mêmes aptitudes à optimiser ses fonctions cognitives que quelqu'un qui est jamais malade. Et donc, on va lui faire venir un préparateur mental, alors qu'on doit s'occuper de son intestin, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des changements qui surviennent en réponse à l'entraînement, changements dans nos tissus, changements dans nos cellules, et c'est ce qu'on appelle des adaptations. Vous avez dû entendre parler de ça, adaptation à l'entraînement. Typiquement, quelqu'un qui n'a jamais couru et qui commence à courir, un an après, évidemment, il n'a plus du tout le même niveau de compétence. Pourtant, si on regarde extérieurement, à part peut-être 2-3 kilos, il n'a pas changé. Mais si on va regarder au niveau microscopique ce qui se passe dans ces tissus, c'est très 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 différent. Et ces changements qui sont survenus, ils apparaissent sous l'effet de l'activité physique et ils apparaissent également, surtout, à travers l'influence de l'activité physique sur certains de nos gènes. Les gènes qui vont être sortis de leur torpeur sous l'effet de l'entraînement vont favoriser l'apparition de certaines molécules, certaines protéines qui vont jouer des rôles cruciaux justement dans la réalisation de ces aptitudes. Et ce que je vais vous expliquer juste après, c'est que ce qui pourrait être considéré comme étant purement bénéfique, l'entraînement influence l'expression de nos gènes, peut être vu d'un regard beaucoup plus global où on dit mais le stress, la pollution, les infections influencent aussi l'expression de nos gènes. Et finalement, quand on met tous ces ingrédients et qu'on fait chauffer 1 heure, quelle est la recette qu'on obtient? Autrement dit, est-ce que dans certaines situations dont on ne tient jamais compte, l'influence de tous ces facteurs extérieurs, non seulement va contrarier la bonne réalisation des adaptations, mais va peut-être même contribuer à un mauvais état de santé? Alors c'est la question qui ne se pose jamais, puisque dans le langage courant, quand on dit qu'une personne est saine, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Quand on dit qu'un sportif est sain, ça sous-entend qu'il n'est pas dopé. Autrement dit, la seule raison qu'il n'aurait pas être en bonne santé, ce serait d'être dopé. C'est encore dans le langage courant. Et donc ces adaptations, comme je vous disais, qui concernent l'expression de nos gènes, rentrent dans un processus beaucoup plus large qui s'appelle l'épigénèse. Alors l'épigénèse, vous avez dû entendre parler de ce nom, parce que tous les scientifiques qui en parlent l'utilisent comme si tout le monde savait ce que c'était et qu'on avait trouvé ça dans une enveloppe sous notre oreiller un matin. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, en 2004, est arrivé à son terme un projet grandiose qui était le séquençage du génome humain pour guérir les pathologies génétiques. Aujourd'hui, on a toujours le Téléthon parce que, bien évidemment, il n'y a aucune maladie génétique qui soit clairement, purement génétique et qu'on sache régler. Donc, toutes les start-up et les gens des biotechnologies ont reporté leur attention sur la flore intestinale pour entreprendre la même approche avec le microbiote. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a toujours cette problématique de se dire qu'est-ce qui se passe au niveau de nos gènes? Eh bien, au cours de notre vie, il n'y a que 2% de nos gènes qui vont être exprimés. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans une grande administration française, il y en a 98% qui ne vont jamais rien faire. Mais avec 2%, on se débrouille. Alors, ils ne vont pas tous s'exprimer en même temps. Il y a des gènes qui vont intervenir, par exemple, pendant la période fœtale, d'autres au moment de la croissance, d'autres précisément qui vont être spécifiquement mis en jeu sous l'effet de l'influence de l'activité physique. Et puis, dans des cas défavorables, il y en a aussi qui vont entrer en action
dans le cas du cancer, dans l'endométriose, où il y a des phénomènes anormaux qui surviennent. Donc l'épigénèse, finalement, traduit l'influence de tous les facteurs environnementaux sur la mise en action de certains gènes, parce qu'une fois que ces gènes sont exprimés, ils font fabriquer des protéines qui vont jouer des rôles structurels, hein, des protéines musculaires, des rôles protecteurs, les immunoglobulines du système immunitaire, des rôles fonctionnels, les globules rouges, etc. Donc, et des rôles, biologiques, puisque la transformation des nutriments pour obtenir de l'énergie utilise ce qu'on appelle des enzymes, qui sont des espèces d'usines chimiques, qui sont elles-mêmes des protéines. C'est-à-dire que toutes ces fonctions extrêmement organisées n'existent que parce que certains gènes, à des moments précis, sont entrés en action. Le plus impressionnant de l'histoire, c'est l'embryogénèse, hein, vous vous en doutez. Alors, les scientifiques ont su décoder la partition, mais ils sont incapables de dire qu'est-ce qu'il a écrite. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement impressionnant qu'on observe que certains gènes interviennent à des moments précis. Alors, ça a l'air compliqué, je vous rassure, ça l'est, mais c'est juste pour illustrer la chose suivante, c'est qu'il y a des scientifiques qui décrivent que quand tel ou tel entraînement est entrepris, il y a des molécules qui sont mises en action et qui vont agir sur des gènes, donc ils ont quelque part juste mis des mécanismes et mis des maillons qui vont de tel type d'entraînement à telle molécule dans la cellule qui produit tel ou tel effet. Alors ces mêmes observations sont décrites en cas de jeûne intermittent, en cas de jeûne d'exposition au chaud, exposition au froid. Et ce qui est également très intéressant, c'est que beaucoup de ce qu'on appelle les facteurs nucléaires, ces molécules qui interviennent à différents endroits, peuvent aussi être activées sous l'influence d'infection, d'inflammation, de stress. Donc vous voyez que même quand on rentre au niveau microscopique pour décrire ce qui se passe, on se rend compte que l'activité physique n'est pas le seul élément qui parle à nos gènes et qu'à tout moment, il peut y avoir des interférences qui surviennent. Et comment les composants de notre assiette interviennent-ils dans cette histoire ? Eh bien déjà, ils ont un effet évident par leur rôle nutritionnel. Hein. Il y a des nutriments qui sont dans notre assiette, qui sont très importants pour le bon contrôle de l'expression de nos gènes. Vitamine B6, B9, B12, la curcumine, etc. Les oméga 3, le glucose. Il y a un effet toxicologique, c'est-à-dire que quand on mange certains aliments qui ne sont pas bio, il y a des polluants qui peuvent se retrouver dans notre organisme et ces polluants sont capables d'interagir avec notre alimentation. Alors j'entends souvent les gens dire oui, bah quand même, le bio n'est pas sûr que c'est toujours bio. Bon, c'est vrai, on entend souvent dire. Par contre, si vous achetez un produit de l'agriculture conventionnelle, ne le ramenez pas parce que vous êtes sûr que vous aurez le taux de pesticides que vous avez acheté. C'est-à-dire, autant on n'est pas sûr que le bio n'est pas bio, autant on est sûr que ce qui est issu de l'agriculture conventionnelle est toujours issu de l'agriculture conventionnelle. Et ça, les gens s'en plaignent jamais. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des gens qui ont triché que ça ne remet pas en cause l'intérêt d'éviter l'impact toxicologique, qui est aussi lié à des mycotoxines, etc. Et puis, il y a l'impact immunitaire. Comment est-ce que les aliments peuvent interagir avec notre immunité, ne serait-ce qu'à travers les mécanismes allergiques, mais aussi à travers des réactions croisées qu'il peut y avoir entre certaines protéines contenues dans des aliments et soit des cellules, soit des micro-organismes. On sait par exemple qu'une protéine qui est présente dans le gluten, la gliadine, présente beaucoup de similitudes avec le mycélium d'un champignon qui est dans notre intestin. Et donc, quand il y a des perturbations immunitaires qui s'expriment sous l'influence, par exemple, de l'activité physique, eh bien, les aliments qui contiennent du gluten, qui jusque-là ne posent aucun problème, déclenchent ou amplifient une réponse immunitaire dont on ressent des symptômes. Donc, c'est des choses qui sont bien décrites. Et donc, finalement, plein de facteurs vont influer sur l'épigénèse et peuvent soit renforcer, soit annuler l'effet attendu de l'entraînement et de l'alimentation. C'est pour ça que dans la manière d'aborder les choses aujourd'hui en médecine ou dans des approches alternatives, il y a la colonne de l'activité physique, il y a la colonne de l'entraînement, il y a la colonne de l'alimentation, il y a la colonne du sommeil, comme si tous ces phénomènes n'étaient pas en interaction permanente les uns avec les autres. Et vous doutez bien que si vous mangez bio et que vous êtes stressé, vous faites un cancer bio. Bon, il faut voir les choses de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement faire porter tout le poids du bénéfice pour notre santé sur l'activité physique et l'alimentation si tout le contexte dans lequel les choses se mettent en place n'est pas adapté. J'ai discuté ça récemment avec une amie qui est médecin généraliste qui
comme tout médecin généraliste digne de ce nom, fait au moins 60 heures par semaine, qui mange une fois par jour, qui est très fatigué, et qui, une fois par an, va faire un jeûne d'une semaine. Juste, ça me fait beaucoup penser aux gens qui travaillent toute l'année, qui vont passer un mois sur les plages du Languedoc, prendre le soleil en espérant se refaire une bonne santé. La problématique de fond, c'est le sens du niveau de contrainte annuel auquel ils sont soumis, et qu'il n'y a pas de stratégie miraculeuse. Comme je disais récemment sur un podcast, on me disait, est-ce que tu crois que le jeûne ou certains médicaments peuvent vraiment contribuer à améliorer l'espérance de vie des gens? Et j'ai répondu en lui disant, j'ai entendu dire que si on avait mis du sparadrap sur la coque du Titanic, il serait arrivé à bon port. C'est-à-dire, il ne faut pas se leurrer sur le fait que ce que nous apprend l'activité physique, c'est surtout que c'est une porte d'entrée vers une approche beaucoup plus sensibilisée de tout ce qui est hygiène de vie et notre santé en général. Donc le concept d'épinutrition, finalement, il indique le fait que beaucoup de facteurs peuvent influencer l'expression de nos gènes, donc le stress, et y compris le stress fœtal. Certaines grossesses qui se déroulent dans des niveaux de stress très importants vont aboutir à ce que l'enfant qui vient au monde ait des plus grandes vulnérabilités à certaines pathologies. Et des vulnérabilités qui seront transmises à la génération suivante, alors même qu'il n'y avait pas de cas de diabète ou de polyarthrite dans ces ascendants. La pollution, évidemment, et le souci, c'est qu'on a beaucoup de mal à quantifier l'impact des polluants. C'est-à-dire qu'en santé publique, moi j'ai fait 2 ans de toxicologie, ce que l'on sait très très bien décrire, c'est le niveau d'exposition moyen des populations. Dans fin des années 80, on disait par exemple que le français moyen ou la française moyenne était exposé quotidiennement à 90% de la dose journalière admissible au niveau du cadmium. C'est-à-dire que si le niveau d'exposition augmentait, l'exposition moyenne de la population était celle qui commençait à être dangereuse. Mais ça ne veut pas dire que ça concernait tout le monde. C'est comme pour les métaux lourds, c'est pas parce qu'on va trouver que dans une population donnée le niveau d'exposition est élevé que ça nous permet de dire quel individu au sein de cette population est en danger. Contrairement à ce qu'on sait en nutrition, où un déficit est clairement établi. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qu'il a un déficit en sélénium, en zinc ou en vitamine D, il n'y a pas de doute sur le fait que ce n'est pas une donnée statistique, mais c'est bien une donnée individualisée. Alors que on peut doser tout ce qu'on veut au niveau des métaux lourds, le faire faire à des prix très élevés en Allemagne, par exemple. Les résultats qui reviennent n'ont pas forcément une interprétation évidente, puisqu'on n'a pas de valeur de référence. C'est quoi une valeur normale? Sachant que l'idée, c'est pas d'en avoir zéro, c'est que le niveau d'exposition auquel on est soumis soit inférieur à nos capacités d'adaptation. C'est ce qu'on appelle en physiologie le principe de l'hormèse. Vous m'êtes exposé à un petit niveau de polluant pour pouvoir y faire face, plutôt que d'espérer être sans polluant du tout. C'est-à-dire on peut s'exposer pendant 5 ans à un polluant pour le supporter pendant 10 ans. Bon, ça c'est... Chacun voit ce qu'il veut. Les perturbations immunitaires. Alors ce que j'appelle perturbations immunitaires, c'est pas forcément les infections. Je vais le détailler juste après. Tout simplement parce que notre système immunitaire, et là, on a vraiment pris ça en pleine face depuis 2020. Le système immunitaire, il a 2 fonctions. Nous défendre et tolérer. En gros, le système immunitaire, il doit faire la différence entre ce qui est soi, SOI, et ce qui est non-soi. Jusque-là, vous me suivez, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Et en fait, ça va le devenir parce que d'une part, dans notre intestin, on a 10 puissance 14 bactéries, c'est-à-dire un 1 avec 14 zéros. Et ces bactéries, c'est nous ou c'est pas nous? En général, c'est nous, sauf que des fois, c'est plus nous. Vous avez compris? C'est très compliqué. Et puis, au cours de l'évolution, dans notre ADN, il y a des fragments d'ADN de virus qui se sont intégrés. Chacun d'entre nous est à peu près constitué à 10% d'ADN viral. Et qu'est-ce qui se passe? À certains moments, cet ADN viral va s'exprimer sous l'influence de facteurs externes. En s'exprimant, il va contribuer à fabriquer des protéines. Et ces protéines, qui sont des protéines virales en fait, vont être considérées par notre système immunitaire comme des dangers. C'est le mécanisme qu'on retrouve par exemple dans le cas des infections à herpès et de la sclérose en plaques, ou dans le cas de la maladie de Guillain-Barré et des coronavirus. Donc à un moment donné, on a des parties de nous qui sont des virus, en fait,
Et donc, on peut aussi être confronté à un problème redoutable si notre tolérance n'est pas bonne, si on n'est pas capable de dire « Non, mais lui, ça fait 50 siècles qu'il fait partie de notre ADN, on le connaît, il n'a aucun danger, il s'est fait naturaliser, son arrière-grand-père a fait la guerre de 70, c'est bon, il fait partie de nous. » L'exercice, on l'a vu, peut influencer évidemment l'épigénèse. Le monde bactérien qui est dans notre intestin dialogue aussi avec nos cellules. Et une des hypothèses que je défends maintenant depuis une dizaine d'années, c'est que l'appauvrissement, qui est très bien décrit, de notre population bactérienne intestinale, a des répercussions sur le niveau d'aptitude physique moyenne de la population. Alors, ça peut paraître curieux, mais pour en avoir discuté beaucoup avec d'anciens enseignants d'éducation physique, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ou d'autres qui exercent encore, quand à 14 ou 15 ans, on faisait faire un test sur 3000 mètres à des élèves d'un collège, on obtenait des valeurs très disparates, mais il y avait ce qu'on appelait une courbe de Gauss, avec une moyenne, des minimaux, des maximaux. On fait le même test aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas réussi à avoir de mots d'absence vont donc faire le test. Et on va avoir une courbe de Gauss qui est déplacée de 2 km/h. C'est-à-dire qu'en moyenne, la population de 14, 15, 16 ans court 2 km/h moins vite qu'il y a 30 ans en arrière. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas quelques athlètes de très 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 haut niveau qui, par contre, sont très performants. On le voit aujourd'hui sur le marathon. Si tous sont sains, ça c'est un autre sujet. Mais il y a un niveau moyen qu'on ne voit pas forcément dans toutes les populations et qui est largement influencé par tous ces facteurs, y compris la composition de notre flore intestinale qui tend à s'appauvrir de plus en plus. Et notre alimentation, en fait, elle est très importante dans ce contexte-là, puisque certains ingrédients de notre assiette permettent de limiter l'influence du stress, notamment parce que le stress fait surconsommer certains neurotransmetteurs, et donc on peut agir dessus. L'alimentation est importante aussi pour soutenir l'exercice, et ça a d'ailleurs été longtemps le seul point pris en considération dans la nutrition du sport. Manger des glucides, prenez de l'eau, évitez les graisses, mettez des protéines en récupération, ça se résumait à ça. Alors que bien évidemment, il y a beaucoup d'autres fonctions qui dépendent de notre alimentation. Le lien entre alimentation et système immunitaire est très très important. Et là, il y a une donnée de la science qui est méconnue et sur laquelle j'insiste depuis longtemps. Je prends le temps de vous expliquer ça parce que c'est important. Il y a 15 ans en arrière, maintenant, était à l'INSEP. Vous savez, l'INSEP, c'est la grande structure d'accueil des sportifs de haut niveau par des entraîneurs qui sont à 60% sous antidépresseurs. Ça, c'est des données de la littérature, puisqu'ils sont anciens sportifs de haut niveau ayant raté. Non, mais c'est la réalité. Hein. À l'INSEP, vous avez 47% des entraîneurs qui ne sont pas dépressifs. C'était des données parues dans Sciences et Sport en 2012. Bref. Et donc, il y avait un congrès qui était organisé, puis il y avait un Américain, David Nieman, qui est spécialiste de l'immunologie et de la nutrition, qui était venu présenter une conférence où il exposait le lien qui existait entre tous les nutriments possibles et le système immunitaire. Et à la fin de la conférence, donc, il y a une personne qui a demandé, mais s'il y avait un seul conseil à retenir, lequel serait-ce? Et il a répondu sports drinks. Ce qui peut paraître très étonnant, mais l'absence de boissons énergétiques à l'effort a des conséquences que je vais vous expliquer. À l'effort, le muscle utilise ses propres ressources, mais il capte aussi ce qui est présent au niveau sanguin. Et comme le muscle a une irrigation qui est plus importante à l'effort, puisque le sang se dirige davantage vers lui, il va se servir de manière privilégiée au détriment des autres tissus. Il va notamment capter le glucose qui est dans le sang. Alors, ce glucose provient du foie, et il provient ou pas de ce qu'on prend à l'effort. Si l'activité physique est d'une telle intensité que le muscle capte beaucoup plus que ce que le foie est capable d'amener, à un moment donné, il y a un risque évident d'hypoglycémie qui menacerait le cerveau. Alors le cerveau, il n'apprécie pas tellement cette situation-là, donc il envoie recommander très très rapidement à un certain nombre d'organes, les surrénales, le foie, le pancréas, pour déclencher un mécanisme qui s'appelle la néoglucogénèse, c'est un nom barbare qui veut dire qu'on va fabriquer du glucose avec de l'acide lactique, avec des acides aminés, etc. Donc on est sauvé, sauf qu'une de ces hormones est le cortisol, qui est un immunosuppresseur. Donc à chaque fois qu'on entreprend un effort qui est suffisamment sollicitateur pour notre organisme,
et qu'on n'a pas d'apport de glucose, on prend le risque petit à petit, un peu comme des termites qui attaquent vos poutres, de créer une vulnérabilité immunitaire, et un matin, on prend le plafond sur la tête, sans qu'il ne soit rien passé de plus que les autres jours. Et c'est vraiment l'élément de conseil de base, et comme beaucoup de coachs ont en tête simplement le rapport entre alimentation et exercice, ils disent, sur un effort d'1 heure, il y a assez de ressources dans le muscle pour tenir et finir, ce qui est vrai, donc ça ne sert à rien d'avoir un apport à l'effort, ce qui est faux. C'est important pour le système immunitaire, mais aussi important pour le cerveau. On tue beaucoup plus de neurones à l'effort si on n'a pas d'apport glucidique que si on en a. Je ne répète pas, hein, si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas l'habitude de prendre du glucose. L'alimentation doit aussi nous permettre de limiter l'impact des polluants, que ce soit à travers des choix de filières appropriées, mais aussi par l'apport de nutriments qui jouent un rôle dans notre protection, que ce soit les polyphénols, les fruits et légumes, le sélénium, etc. Et donc, on a aussi l'influence de notre alimentation directement sur l'expression des gènes. Je vous disais tout à l'heure, il y a des molécules, vous avez dû entendre parler, comme l'acide élagique qui est dans le jus de grenade, la curcumine qui est dans le curcuma, le resveratrol qu'on trouve dans le vin rouge et dans l'eau ferrugineuse, pour ceux qui n'aiment pas le vin rouge, interviennent directement pour corriger les erreurs de lecture. Évidemment, il y a l'influence mutuelle de notre alimentation sur les populations bactériennes, à savoir que quand on mange beaucoup de fruits et légumes, on favorise la croissance de certaines familles bactériennes qui sont favorables. Et si on vient au monde avec un déséquilibre de notre flore intestinale, il va y avoir des choix alimentaires spontanés qui vont être guidés par ce monde bactérien. Vous avez sûrement observé que depuis une vingtaine d'années, il arrive qu'on voit des gamins qui n'aiment aucun fruit, aucun légume, ou alors des haricots verts de telle marque, qui aiment le poisson que s'il est carré avec de la panure, parce que s'il est rond, ils n'en veulent pas. Et comme on ne règle pas le problème, on va chez le psy, qui finit évidemment par incriminer la mère, puisque ce jour-là, le père n'est jamais là à la consultation. Bon. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une histoire de logiciel mal implanté, comme tous les problèmes de 10 qu'on peut rencontrer de plus en plus. Ce que j'explique dans mes ouvrages, il y a un lien évident entre ces perturbations de toute nature et la bonne mise en place des processus cognitifs. Alors évidemment, tout ce qui est, je ne sais pas moi, vulnérabilité au stress, agressivité, je ne sais pas si c'est un comportement qu'on voit très souvent en ce moment depuis quelques années. J'ai l'impression qu'il y a un chouïa plus d'agressivité au sein des populations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas uniquement les événements qui en sont responsables, mais c'est vraiment la capacité qu'on a à y faire face en raison de ces perturbations-là. Alors je reviens sur la notion de perturbation immunitaire. Comme je vous le disais, on a deux fonctions très importantes qui lui sont dévolues, la défense face aux bactéries, etc., et la tolérance. Quand la défense est fragilisée, pour plein de raisons, on pourrait rentrer dans les détails, des déficits nutritionnels, l'absence de glucides à l'effort, des stress chroniques, un déséquilibre de flore intestinale, un entraînement trop intensif, etc., etc. On va être exposé à des problèmes d'infection chronique, risque de cancer, parce que ce qui vous rassure sans doute pas, c'est de savoir qu'on fabrique tous à tout instant des cellules cancéreuses, mais que ça ne devient une tumeur que si le système immunitaire ne vient pas intervenir pour identifier et neutraliser ces mauvaises cellules dès qu'elles apparaissent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, raisonner simplement sur l'alimentation bio pour nous protéger, c'est une bonne idée, mais si derrière vous êtes dans un environnement qui vous agresse, c'est pas suffisant. L'endométriose aussi, une maladie qu'on voit de plus en plus, il y a une part d'immunité dedans, tout simplement parce qu'une cellule qui sort de son organe pour aller se développer ailleurs, normalement, c'est pas possible. Donc si ça arrive, c'est que le système immunitaire, il est permissif. Les problèmes d'anomalie au niveau de la tolérance, on va tomber sur toutes les maladies auto-immunes, manifestations d'allergie, d'eczéma. Alors, je discutais dernièrement sur un congrès en immuno, enfin dernièrement, il y a 2 ans derrière, où il y avait un allergologue réputé qui disait à un moment donné, il y a trop de gens qui sont allergiques, il va falloir couper des arbres au bord de route. Et je disais, si jamais vous rencontrez un patient qui est allergique au ciment, vous faites quoi? Vous rasez les maisons? Alors, il dit, ce n'est jamais arrivé encore. Je dis, attendez, ça va venir, puisque l'allergie, c'est une anomalie, c'est-à-dire que c'est une mauvaise tolérance à en fait, c'est des réponses immunitaires à des agresseurs qui n'en sont pas. Déclencher une réponse immunitaire contre des poils de chat, contre des acariens, contre des haricots verts, contre soi-même, ce n'est pas logique.
Et puis, il y a une troisième situation qui a été davantage popularisée, même si le mot n'est pas approprié depuis quelques années. C'est en fait toutes ces situations où il y a une infection qui arrive, le système immunitaire répond, il libère notamment plein de messagers dont vous avez entendu parler aussi, sans qu'on vous les explique pendant le Covid. Ah, les orages de cytokines. Alors les gens n'étaient pas au courant, ils regardaient à la fenêtre, ils disaient non, il fait beau. Surtout au mois de mars 2020, il faisait très beau, il n'y a jamais eu d'orage, c'est mal tombé, mais il y avait les orages de cytokines. En fait, les cytokines, ce sont des molécules qui communiquent, qui font communiquer les différentes familles de globules blancs entre elles, dont le but unique de prendre le dessus sur l'agresseur. Mais ces molécules, elles ont également la capacité à interagir avec des neurotransmetteurs, avec des récepteurs hormonaux. Et en quelque part, c'est un petit peu comme s'il y avait des interférences dans tous ces processus régulateurs. Et si le message de fin de guerre n'est pas envoyé au système immunitaire, on peut avoir une persistance de la libération de ces cytokines et de leurs conséquences longtemps après l'épisode infectieux. Quand on parle de Covid long, le Covid, il est parti depuis longtemps. Quand on parle de Lyme long, la maladie de Lyme, on ne la retrouve plus dans les anticorps. Donc, ce n'est plus un problème d'infection, c'est un problème immunitaire. Et bien évidemment, ces problématiques-là sont largement favorisées par tous ces contextes qui perturbent l'épigénèse. J'ai regardé toute la littérature sur le lien entre infection et dyslexie, infection et schizophrénie, infection et épilepsie, infection et TDAH, etc. C'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent, certaines cytokines, dont les noms vous sont peut-être familiers, interleukine 6, TNF-alpha. Dit autrement, il y a certaines situations où les maladies auto-immunes qui sont chroniquement présentes vont aussi interférer avec le cerveau, avec notre tolérance à la douleur, avec notre tolérance à la fatigue. Et donc, bien évidemment, en ce moment, je travaille avec un skieur alpin suisse, donc il est bon, qui est descendeur, qui a une polyarthrite rhumatoïde. Donc, il a fait quelques places en Coupe du Monde et il dit « j'ai jamais couru à 100% à cause de la douleur ». Donc, il dit « l'objectif, là, il a raté un mois d'entraînement parce qu'il ne pouvait plus se lever de sa chaise. Donc, l'objectif de la prise en charge, c'est de comprendre ce qui fait que son système immunitaire est hyperactif, parce que vous devez connaître ces pathologies, comme la spondylarthrite ou la polyarthrite rhumatoïde. Ce même diagnostic, il y a des gens qui vont vous dire « il ne faut pas aller à Villard-de-Lans, demain il va pleuvoir ». Comment tu le sais? J'ai l'épaule qui me fait mal. Et puis il y en a qui arrivent avec une chaise roulante. Donc si le même diagnostic donne des situations aussi différentes, c'est que ce n'est pas l'étiquette que l'on va mettre sur le nom de la pathologie qui est importante, c'est de comprendre ce qui fait la diversité des réponses de l'un ou de l'autre. Et bien évidemment, la situation de chaque patient, elle n'est pas seulement liée à la pathologie, mais à tous ces mécanismes qui sont derrière, qu'il faut l'identifier. Et dans le cadre de la pratique sportive, on a des modèles de déficit immunitaire chronique, ce qu'on appelle le surentraînement, qui est un mauvais terme. Pourquoi c'est un mauvais terme? Parce qu'il sous-entend que la cause exclusive de l'épuisement, c'est un excès d'entraînement. Alors, c'est quoi la situation qu'on rencontre? Quelqu'un qui faisait 15 heures d'entraînement par semaine et qui était champion de Savoie ou champion de France, et puis l'année d'après, il a épuisé, il a surentraîné avec 15 heures d'entraînement par semaine. Et on lui dit, tu t'entraînes trop. Et il a dit, mais je m'entraîne autant que l'an dernier. Ah non, mais tu t'entraînes trop. C'est-à-dire que, on met les œillères et tout, on ne veut rien entendre. C'est la médecine de bourrin, ça. Bon. Bien évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a changé, indépendamment de l'entraînement, pour que le contexte ait favorisé la perturbation. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir de cette manière globale, quelle influence toute cette activité a pu avoir sur nos gènes. Donc, comment on évalue tout ça? Alors, il y a plein de moyens de le faire. Par rapport au stress, il y a un outil qui est extrêmement intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, qui permet d'évaluer le niveau de stress cumulé de quelqu'un. Alors, je prends le temps de parler du stress maintenant parce que on confond souvent un événement stressant, le ressenti de quelqu'un qui dit « je me sens stressé », et ce qu'est réellement le stress, qui est une réponse d'alerte de notre organisme. Ce qu'ont montré un certain nombre d'auteurs, c'est que donc, comme je vous disais en introduction, il n'y a pas de corrélation avec la gravité des événements survenus. Je vous explique ça, c'est des psychiatres américains qui ont fait une étude dans les années 80. Ils avaient établi une grille de cotation où, en fonction des événements survenus, les gens avaient un score. Par exemple, un accident de la route, 4 points, un divorce, 5 points, un deuxième divorce, 8 points, parce que vous savez ce qui vous attend, etc. Donc, les volontaires
racontaient leur vie. Donc à chaque fois qu'un événement arrivait, cling, on cochait les points. Et puis en même temps, on leur mesurait le cortisol salivaire, qui est le témoin du stress global perçu par l'individu. Et il était apparu qu'il n'y avait aucune corrélation entre les deux. Donc, on va dire, ils ont de la résilience, mais ça, c'est des concepts philosophiques. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il y a 4 choses qui contribuent au stress: nouveauté, imprévisibilité, l'absence de contrôle et l'atteinte à l'ego. Alors, premier point à comprendre, quand on est dans une situation de stress, qu'est-ce qu'on a comme ressources psychologiques pour y faire face? Est-ce que la nouveauté, on peut l'empêcher d'être nouvelle? Difficile. Est-ce que l'imprévisibilité, on peut l'empêcher d'être imprévisible? Est-ce que l'atteinte à l'ego, on peut l'éviter? Alors, tu as réussi, tu es champion de France, il n'y avait personne à ta course. Ok? Donc, on peut s'imaginer, même en faisant de la méditation, tout ce qu'on veut, qu'on peut limiter l'atteinte à l'ego, on peut simplement faire semblant de ne pas l'avoir, c'est tout à fait différent. Donc, le seul facteur de stress sur lequel on peut jouer, c'est le contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle? Son alimentation, son entraînement. Et quand on anticipe une situation potentiellement stressante et qu'on se rend compte qu'on ne contrôle rien, qu'est-ce qui arrive derrière? L'anxiété. Si on se remet en mars 2020, avant mars 2020, on avait 20% des athlètes de haut niveau qui présentaient des anomalies du cortisol. À partir de juillet 2020, donc 4 mois plus tard, alors j'ai un Alzheimer débutant, je ne me souviens plus du tout ce qui s'est passé dans l'intervalle, 80%. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez, alors vous n'êtes pas forcément un footballeur millionnaire, ça c'est un pléonasme, mais joueur de tennis 150e à l'ATP, handballeur de 2e division, athlète professionnel qui vit ou triathlète qui vit de ses primes sur les courses. On vous dit au mois de mars, c'est fini, on ne sait pas quand ça reprend, on ne sait pas si ça reprendra, et puis continuez de vous entraîner. Donc, et là, on a vu aussi bien ceux qui postaient leurs entraînements sur les réseaux sociaux pour faire bisquer les autres qui étaient en France, et ainsi de suite. Et une fois que tout est revenu, on s'est dit, l'entraînement reprend comme avant, tout va bien. Sauf qu'il y avait un tel niveau de déséquilibre qui avait été induit par ça, parce que tous les autres facteurs étaient toujours présents, mais il y avait un niveau de stress psychologique qui avait augmenté. Et puis comme la dimension psy, elle est totalement négligée, je veux dire intelligemment en tout cas, dans le domaine du sport, parce que les préparateurs mentaux, il y en a de deux natures. C'est tu veux être champion olympique, alors bon, raconte-moi, ta mère a découpé ton père à... Oui, ils vous l'ont fait frire, vous avez mangé. C'est fini, la science est finie, donc ça c'est le... Ou alors c'est, allez, on va l'éduquer. Bon. Entre les deux, il n'y a pas une réflexion qui consiste à aborder la problématique du stress. Et d'où vient le stress souvent chez le sportif? C'est l'existence d'un très haut niveau d'exigence qu'il n'est pas sûr de satisfaire, même en s'entraînant beaucoup. Et là, on est en plein dedans avec les jeux, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Mais ce niveau d'exigence, on le retrouve dans des métiers à haute responsabilité, dans le domaine artistique, etc. Et je vous donne un exemple très concret de la façon dont on peut travailler là-dessus, parce que pourquoi c'est très important d'identifier et de l'atténuer? Parce que c'est celui qui pèse le plus lourd dans les répercussions épigénétiques, clairement. L'exemple que je vais prendre, c'est du concret. C'est en consultation. J'ai reçu il y a 2 mois une jeune femme donc, qui fait de la chirurgie cardiaque à Marseille, elle a 32 ans, chef de service, donc elle a oublié d'être bête, qui était stressée, alors tout le résultat le montrait, qui n'arrivait plus à s'entraîner parce qu'en plus d'être fait de la chirurgie cardiaque, elle faisait des Ironman, et puis elle était championne de PACA en Ironman. Elle dit, j'arrive plus à tout faire, je suis stressé et tout. Et puis, j'ai essayé de consulter quelqu'un, j'ai vu une préparatrice mentale, et elle m'a dit que je devais lâcher prise. J'ai dit, c'est une très bonne idée. Même, je vais vous expliquer quelque chose. Prochaine intervention que vous allez faire, vous quittez la salle pendant 3 minutes, vous allez envoyer des textos, et puis vous revenez arrêter l'hémorragie de votre patient. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, non, c'est absurde. Je dis, bon. Oui, mais alors qu'est-ce que je fais de mon stress? Je dis, je vous pose une autre question. Combien de personnes vous avez tuées cette année? Elle me dit, j'ai tué personne. Donc, est-ce qu'à un moment donné, votre exigence a été trahie? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le sportif qui a peur de rater un événement, on lui dit d'abord, dans cette situation-là, combien de fois tu as raté? Donc, tes réussites antérieures doivent t'apaiser sur le fait que tu dois être capable de le faire.
Et puis, quand l'incertitude est plus grande, c'est ce que je faisais notamment avec un joueur de tennis, pas français. Je veux vraiment gagner ce match. Je dis, ok, il y a 3 cas de figure. Parce que souvent, quand on veut vraiment gagner et qu'on a du stress, l'hyper-contrôle consiste à être dans des pratiques répétitives. Je remets le slip avec lequel j'avais gagné, je n'ai même pas lavé depuis d'ailleurs pour qu'il garde les molécules de la victoire. Je reprends le même repas, je m'assieds au même endroit, je mets les mêmes raquettes. Vous connaissez ça, ça s'appelle la superstition. Je fais ça, je perds 6-0, 6-0. J'ai donc le contrôle de la situation, c'est pas tout contrôler dans l'idée virtuelle que ça va bien se passer, mais c'est imaginer, premièrement, tu commences par perdre 3-0 au bout de 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Deuxièmement, le match est très disputé, qu'est-ce que tu fais? Troisièmement, tu commences par gagner, est-ce que ton adversaire va se réveiller d'être allé en boîte la nuit précédente ou quoi? C'est-à-dire d'avoir une stratégie cognitive. Le meilleur moyen de diminuer le stress, c'est typiquement de se dire « Oh là là, ça, j'ose pas y penser », sauf que le fait de le dire, on y pense tout le temps, et que de ne pas aller au-delà de dire « je ne veux pas y penser », on ne réfléchit pas aux stratégies. C'est comme le divorce. Le nombre de patients qui ne vivent pas bien leur divorce, c'est une histoire vraie aussi. C'est un patient que je reçois, il n'était pas bien du tout, hyper stressé. Il me dit « Ouais, voilà, on va divorcer avec mon ex-femme, on a une maison en commun, j'ai vraiment peur que ça se passe mal, je n'ose pas y penser. » J'ai dit « Si, justement, on va y penser. » Premier cas de figure, vous tombez sur une juge femme qui a surpris son mari au lit avec sa meilleure amie la veille. Vous savez que vous allez repartir avec les fenêtres et la porte, et votre ex-femme avec la maison. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le vivez? Et qu'est-ce que vous adoptez comme stratégie? Ah, mais j'ai pas envie. Je dis, mais il ne se passe pas toujours ce qu'on veut. Deuxième cas de figure, vous tombez sur un juge équitable, donc les deux ne sont pas contents. Même chose, qu'est-ce que vous faites? Troisième cas de figure, vous tombez sur un juge homme qui a surpris sa femme au lit avec son meilleur ami, et c'est vous qui repartez avec la maison, et votre ex-femme qui n'a jamais pu travailler parce qu'elle s'occupait des gamins pendant tout ce temps-là, elle n'a rien. Et il y a une partie de vous qui n'est pas d'accord, et vous êtes stressé, parce que le stress peut venir aussi d'une mauvaise nouvelle, comme d'une bonne nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est dans toutes ces situations où on ressent du stress, il est là, il est là, il est dans le dos, il est dans le sommeil, il faut se dire, qu'est-ce qui me met autant en zone d'inconfort? En règle générale, c'est qu'il y a un écart très important entre ce qu'on veut qui arrive et ce qui arrive. Et donc, c'est une partie du travail, et on a un questionnaire qui permet d'évaluer l'importance du stress à travers les réponses fournies, parce qu'on a 3 manières de vivre le stress: la fuite, la lutte ou l'inhibition. Et le stress inhibé, c'est celui où on prend sur soi, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et on décompense. On décompense des pathologies, fibromyalgie, endométriose, maladies chroniques. Et bien évidemment, vous mesurez l'impact du stress chronique chez les sportifs. On va prendre un exemple dans le milieu du sport. Vous connaissez sans doute Julien Lafilippe, un cycliste, qui a été 2 fois champion du monde et qui, il y a encore 1 an, 6 mois en arrière, entendait son directeur sportif dire « Ah ben lui, il est trop payé, je ne vais pas le garder. » Alors déjà, personne d'autre que lui a décidé de le payer, première chose. Deuxième chose, on se dit, mais il a juste été 2 fois champion du monde. Heureusement qu'il n'était pas un simple équipier. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans ce discours? Tout ce qui est absurde témoigne du stress. Et qu'est-ce qui dérangeait? C'est qu'en fait, c'est un type, il ne prend pas le même chemin que les autres, il s'entraîne à sa façon. Tant que ça réussit, tout va bien. Mais le jour où il rate, on ne rate pas, justement. Je vous donne un autre exemple pour vous dire à quel point identifier les mécanismes de stress par rapport à ça, c'est essentiel. Je travaillais aussi avec une nageuse qui a eu des gros soucis lors des derniers Jeux Olympiques, parce qu'en fait, elle avait fait son coming out, donc elle vit avec une autre femme, et ça s'était su, et elle avait été pourrie par les membres de la Fédé, et elle s'était effondrée. Et puis, donc on a travaillé sur l'anticipation des situations, et très dernièrement, enfin l'année dernière, elle a fait partie de l'équipe qui a battu le record du monde du 4x50 nage libre. 4x50 nage libre, c'est 25 secondes d'apnée. Et j'y ai dit, je ne sais pas son prénom, attends-toi à ce que ta singularité provoque du stress et que tu entendes des choses absurdes et violentes. Anticipe-le. Elle dit d'accord, je vais m'amuser. Elle croise 2 jours après dans les couloirs d'un hôtel, lors d'un meeting, un dirigeant de l'équipe de France de natation qui lui dit « Ouais, enfin bon, t'as le record, mais c'est parce que les 3 autres étaient bons. » Et elle lui dit « D'ailleurs, oui, tu sais quoi, ils avaient vraiment pas envie de le battre, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. »
Mais si on n'avait pas travaillé sur l'anticipation des situations de stress, ce qui était déjà arrivé avant, qu'est-ce qu'on récupérait chez elle? Effondrement immunitaire, problème de sommeil, problème de douleur. Donc, faire le lien entre ces différents éléments, c'est important parce que le stress, il va fragiliser les défenses, perturber la tolérance immunitaire, et on va le voir juste après, il augmente la perméabilité intestinale. Donc, c'est la porte d'entrée vers des mécanismes de décompensation qui vont conduire à la blessure, à la fatigue, mais si on traite la blessure et la fatigue sans traiter les causes qui sont derrière, c'est comme si on vous disait, madame ou monsieur, on va vous changer votre portière, on va vous remettre un pare-brise neuf, et vous n'aurez plus d'accident. Oui, est-ce que vous croyez que je dois enlever le bandeau pour conduire? Ça ne sert à rien. Donc on a plein de moyens d'évaluer tout ça, et bien évidemment, c'est une partie de mon travail, c'est à l'aide de toutes ces informations biologiques ou de questionnaires et de l'anamnèse, d'aller caractériser l'influence de tous ces facteurs-là, qui sont multiples. Comme vous le voyez, tout influence tout. Donc le stress, c'est un facteur clé de désadaptation, comme je vous le disais. Qu'est-ce qui peut y contribuer? Donc le stress environnemental, un même niveau d'effort, accompli dans le chaud, dans le froid, en altitude, après 12 heures de décalage horaire. L'équipe de France de voleurs, en ce moment, ils se préparent à partir en Asie, après ils vont aller en Amérique latine, et après ils reviennent à Paris pour défendre leur titre olympique. Ceux qui sont survivants. Ça, c'est un premier facteur. Le stress métabolique. La privation glucidique, le régime cétogène, le régime pauvre en glucides, qui provoquent une élévation constante du cortisol, sont des agressions pour l'organisme. Le jeûne auquel on était programmé en période de disette, on oblige de dire que le disette, ce n'est pas une situation harmonieuse. Donc, déficit protéique, qu'on voit de plus en plus souvent chez les gens qui disent la viande c'est toxique, j'évite le gluten, j'évite le laitage, mais je mange des graines de chia. Vous connaissez ça, hein? Les graines de chia, c'est très riche en protéines. Le chia, d'ailleurs, c'est un animal nouveau, c'est un croisement entre le chien et le chat. Donc c'est protéique, on voit ça au restaurant chinois. Alors, stress émotionnel et le stress immunitaire qui peut, comme je viens de vous le dire, à travers une perte de tolérance, déclencher des problèmes nombreux. Et donc, c'est toute cette problématique-là qui tourne autour du lien entre stress et épigénèse qui est crucial de prendre en charge. Comme je vous disais, les facteurs de stress, c'est le ciné, pour moyen mnémotechnique, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Ça n'a rien à voir avec la gravité des événements. Même dans le cas de certaines pathologies, imaginez quelqu'un qui a une fibromyalgie et qui a une image tutélaire de la mère et de la grand-mère qui était en souffrance et qui se sacrifiait. Il y a une partie d'elle qui est satisfaite de la situation, même s'il y a une partie d'elle qui souffre, et donc on se heurtera à des difficultés beaucoup plus importantes. De la même manière que vous avez des gens qui sont en surpoids, qui le vivent comme une stratégie de protection vis-à-vis du stress. Ce qui ne veut pas dire que c'est un cas général, mais il est important de mettre le doigt sur ces situations de stress pour pouvoir les régler et aider la personne étant en bonne santé. Or, l'aliment, c'est un facteur de stress émotionnel, puisque, comme je vous le disais, il a une potentialité micronutritionnelle et énergétique. Par exemple, quand on mange du poisson, on mange des protéines, des oméga 3. On peut avaler du mercure. On peut avaler une arête, ça ne fait pas partie du truc. On peut déclencher une allergie. Donc, comme c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène, ça met en stress, et le stress amène à des réponses toutes faites, d'où la difficulté au changement alimentaire. On est lundi, c'est ravioli. Les gens adoptent des stratégies qui les rassurent, et plus l'environnement est anxiogène, plus les modes d'alimentation restrictifs doivent être vus d'un point de vue plus sociologique et, je dirais, d'anthropologie que d'un strict point de vue nutritionnel. Le véganisme, par exemple, doit être perçu aussi comme une réponse anthropologique à une peur de l'alimentation qui a une part de fondement, mais en même temps qui néglige le fait que plus notre alimentation amène des éléments protecteurs, mieux le niveau de souffrance qu'on peut tolérer est élevé. Conséquence du stress, effondrement des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre cerveau il est en surmenage et puis il s'effondre. C'est le burn-out. Hein. D'où l'importance de ce qu'on appelle la nutrition cérébrale, puisque toutes les molécules qui sont dans notre cerveau dépendent exclusivement de ce qu'il y a dans notre assiette. On ne peut pas fabriquer ces neurotransmetteurs si on n'a pas ce qu'il faut dans notre assiette. Effondrement progressif de l'immunité
d'où l'importance de ce que j'appelle la nutrition immunitaire. Alors, je vous ai parlé du rôle majeur des glucides à l'effort, mais il y a aussi des vitamines qui ont un rôle important, il y a aussi des plantes qui jouent un rôle énorme. La perte de tolérance immunitaire, comme je vous disais, et l'augmentation de la perméabilité intestinale, qui en soi n'est pas un problème. Le problème survient quand ce qui rentre dans l'organisme interagit avec une situation déséquilibrée. C'est ce qui va nous amener à parler de la perméabilité intestinale juste après. Et également une augmentation de l'inflammation, qui est une des conséquences de ce stress, parce que c'est aussi une conséquence des perturbations immunitaires. Parler d'alimentation anti-inflammatoire, c'est très bien, mais la première question qui se pose, c'est de savoir pourquoi il y a de l'inflammation. Les modifications métaboliques, parce qu'en fait, quand on est en stress chronique, les glucides et les protéines sont davantage utilisés comme carburant, même au repos. C'est-à-dire qu'on peut avoir des déficits protéiques liés à un stress pathologique, ce qui fait que certaines personnes vont perdre du poids. Il y avait un prof à la fac qui disait le stress fait maigrir les maigres et grossir les gros, parce qu'on n'a pas tous les mêmes stratégies d'adaptation. Et modification de l'expression de certains gènes pour nous ramener au sujet du jour. Mon sujet favori, exercice et sphère digestive. Alors, pour représenter les choses simplement, vous avez ici un schéma qui décrit, dans 3 situations distinctes, au repos, à l'effort et dans le cas d'un effort accompli à la chaleur, la manière dont différents tissus sont irrigués. Vous voyez qu'au repos, proportionnellement à leur poids, ce sont le foie, les reins et les intestins qui reçoivent le plus de sang. À l'effort, évidemment, certains territoires musculaires sont beaucoup plus irrigués, et comme le débit sanguin ne peut pas augmenter infiniment, il y a forcément certains territoires anatomiques qui vont être desservis. Alors si vous regardez l'épaisseur du trait du cerveau, à votre plus grand étonnement, ça n'a pas bougé. Donc les interviews d'après-match des footballeurs ne peuvent pas être comprises ou excusées à travers une diminution d'irrigation du cerveau. Leur cerveau, il est au taquet quand ils répondent ce qu'ils répondent. Par contre, vous voyez que l'intestin, en particulier, va être beaucoup moins irrigué. Et si en plus, il y a une déshydratation et que vous rajoutez l'effet de la chaleur, on a l'irrigation de ces tissus qui tombe à moins de 10% de sa valeur de repos. Alors pourquoi est-ce que la chaleur joue un rôle défavorable? Déjà d'une part parce qu'on va suer davantage, dans certaines conditions, et d'autre part, pour refroidir l'organisme, on a une augmentation du débit sanguin au niveau de la peau. En fait, on amène de la chaleur au contact de l'air pour essayer de refroidir l'organisme. Et donc, le fait qu'il y ait une raréfaction de l'apport d'oxygène aux intestins, c'est un facteur d'agression qui peut être à peu près bien géré chez certains et est une catastrophe chez d'autres, en fonction de tous les autres facteurs qu'on a vus. Pour schématiser les choses, vous avez ici une muqueuse intestinale en bon état avec 2 structures qu'on appelle les jonctions cirées, qui sont une espèce de fermeture éclair qui garantissent que très peu de molécules passent à travers la muqueuse. Et vous avez à la base le flux sanguin qui est représenté ici avec un certain nombre de globules rouges. À l'effort, vous allez avoir une diminution, comme je vous l'ai dit, de l'irrigation. Certaines cellules vont déjà être en souffrance. Il y a des travaux qui ont décrit des nécroses intestinales chez des marathoniens. Et après l'effort, il y a un retour progressif du flux sanguin qui peut même être plus important transitoirement que celui qu'on observe au repos. Et cet afflux supplémentaire de globules rouges s'accompagne d'une production de molécules qui sont très agressives, qu'on appelle les radicaux libres, et qui vont contribuer à fragiliser la muqueuse. Et plus ces situations vont se répéter, a fortiori s'il y a déjà un déséquilibre préexistant, plus la perméabilité va augmenter. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ça survient chez tout le monde et qu'est-ce qui fait que chez certains, ça donne des symptômes et pas chez d'autres. Alors globalement, ce qu'on décrit, tous les articles sur le sujet depuis une trentaine d'années, ça survient dès qu'on fait au moins 30 minutes d'effort à 70% du max, ou dans un contexte d'hyperthermie, ou dans un contexte de déficit hydrique. Donc en gros, l'agression de la muqueuse intestinale, elle est quasi universelle, et ça se traduit donc par un passage d'éléments venant de l'intestin vers le sang. Et le danger survient dès lors qu'on perd au moins 2% de son poids lors d'une session de sport. Autrement dit, une marathonienne, une coureuse, une cycliste de 50 kg qui perd 1 litre de sueur à l'entraînement
il est déjà au niveau de ces 2%, il est déjà au niveau de cette agression intestinale. Alors, ce que l'on a observé aussi au niveau des facteurs aggravants, la prise d'anti-inflammatoires augmente la perméabilité intestinale, et le problème, c'est que si on prend des anti-inflammatoires, souvent c'est qu'on a déjà un problème inflammatoire, et donc c'est un cercle vicieux. Les stress mécaniques, ce qui veut dire que quand on est dans le même registre d'effort, la même intensité, la même durée, il y a des formes d'exercice qui sont plus pénalisantes que d'autres, notamment la course à pied, en raison des zones de choc qui ajoutent à la souffrance de l'intestin. Et puis, il y a des déficits qui aggravent la situation. Évidemment, tout ce qui ne permet pas une protection correcte de l'intestin, des antioxydants qui sont déficitaires, et évidemment, les déficits, au premier rang desquels, encore une fois, l'absence de glucides à l'effort va aggraver le risque de perméabilité. Bon, et après, on se retrouve effectivement avec cette situation de trouble digestif chronique. Ça, c'est une photo que j'ai récupérée dans un restaurant parisien, en place de la Libération. Voilà, c'est une manière de voir les choses. En fait, l'hyperperméabilité a été décrite chez tous les sportifs dans ces conditions-là, y compris autant chez ceux qui ont des souffrances digestives importantes que chez ceux qui n'ont aucun symptôme. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement pourquoi chez certains ça tourne mal et pas chez d'autres. Et on sait également que le phénomène d'hyperperméabilité a été abondamment décrit, notamment dans l'ouvrage de Jean Seignalais, mais dans d'autres, chez les personnes qui ne sont pas sportives et qui ont des pathologies liées à l'hyperperméabilité. Donc la question qu'on s'est bêtement posée, c'est est-ce que finalement l'activité physique ne sert pas simplement de révélateur à un dérèglement préexistant, et à ce moment-là, ça va nécessiter d'aller comprendre la nature de ce dérèglement, et c'est des questions qui ont été reposées récemment par des auteurs américains sur le sujet. Et cette question-là nous amène à introduire de manière beaucoup plus globale la notion d'écosystème intestinal. Donc l'écosystème, c'est un milieu où chaque composant interagit avec les autres, où il vit, où il se nourrit. On a 80% des cellules immunitaires qui sont dans l'intestin, et elles communiquent avec toutes les autres cellules immunitaires qui sont dans notre corps. On a des cellules immunitaires dans l'os, on a des cellules immunitaires dans le cerveau, on a des cellules immunitaires dans le foie. Donc ce qui se passe au niveau de l'intestin, notamment en cas de déséquilibre d'inflammation, va s'exporter dans les autres tissus. On a toutes les cellules de la muqueuse qui représentent à peu près 300 mètres carrés de surface, c'est le cours central de Roland-Garros. Si on reprend une analogie contemporaine. Et puis, vous avez les bactéries et les champignons qui sont dans l'intestin. Et tout ce beau monde communique en permanence, sachant qu'on a en plus dans la muqueuse des cellules nerveuses et des cellules hormonales. Et donc, tous les processus hormonaux ou en lien avec le cerveau sont également influencés par ce qui se passe dans l'intestin. Je vous explique du mieux que je peux ce qui se passe. Souvent, dans des articles ou même sur des blogs, on entend parler de dysfonctionnement immunitaire. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, vous dites « ouais, ça veut dire quoi ?» Donc, on va faire la palissade. Le dysfonctionnement immunitaire, c'est toutes les situations où le système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Vous allez me dire « je vous remercie ». Pour être plus précis, vraiment, si on fait quelque chose de synthétique, une réponse immunitaire correcte, elle a 3 caractéristiques. Vous allez comprendre, c'est très simple. Première caractéristique, on répond vraiment à un agresseur. Je faisais référence tout à l'heure avec l'allergie, l'auto-immunité. Il y a des cytokines, il y a des familles de globules blancs dont la fonction est de justement s'assurer qu'on réagit bien contre un réel danger, qu'on ne réagit pas de manière inadaptée. Si ce n'est pas le cas, on attaque un ennemi qui est un peu plus gros que nous, une articulation, une thyroïde, un poil de chat. Donc la réponse immunitaire va s'engager dans une durée, un processus qui va s'amplifier, et ça va donner lieu à un problème inflammatoire. Deuxième caractéristique, une réponse immunitaire, elle doit être ni trop faible, ni trop forte. Et là, il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent jouer là-dessus. Un système immunitaire qui est trop faible, on est tout le temps malade, et puis on a une tumeur qui se développe alors qu'on a une bonne hygiène de vie. À l'inverse, un système immunitaire qui est trop fort, qui réagit de manière exacerbée, c'est ce qu'on voit par exemple chez des enfants qui ont une petite infection traitée par antibiothérapie par exemple, et qui derrière ont un problème inflammatoire en HIT qui traîne et qui est traité par la cortisone. Donc la première étape, il y a un ennemi,
La deuxième étape, on a tout passé au Karcher et on a tout passé, pardon, au napalm et on a une inflammation qui traîne. Donc, évidemment, dans ce deuxième cas de figure, on a une inflammation importante. Et la troisième caractéristique, la réponse immunitaire, à un moment donné, elle doit s'arrêter. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure sur les Covid longs. Et donc là aussi, il y a des acteurs de la réponse immunitaire qui arrivent avec le panneau, avec le drapeau blanc et qui disent c'est fini, c'est fini. Si ça ne marche pas bien, alors on a une inflammation qui persiste à distance du problème qui l'a provoqué. Typiquement, la tendinite qui traîne depuis 6 mois chez quelqu'un qui n'est pas tombé d'une échelle et qui dit bah, c'est peut-être mon travail parce que je passe 8 heures par jour sur l'ordi. Oui, oui, l'ordinateur c'est très dangereux. Mais on entend ça tout le temps. Non, l'inflammation qui est chronique, c'est un dysfonctionnement immunitaire parce que la réponse se poursuit dans le temps de manière inappropriée. Et donc, dans toutes ces situations d'erreur de cible, d'amplitude ou de durée inappropriée, on a une inflammation chronique qui s'exerce aussi sur la muqueuse intestinale. Donc, on retombe sur le mécanisme de tout à l'heure, sauf que là, ce n'est pas le manque d'eau de l'intestin ou le manque de sang qui provoque ça, c'est évidemment ces dysfonctionnements immunitaires. Et comme l'activité physique est capable de provoquer et les uns et l'autre, on comprend pourquoi chez certains, on va avoir des symptômes qui vont apparaître et au niveau digestif et par exemple au niveau articulaire, alors que chez d'autres, eh ben, ils vont avoir un intestin rigoureusement dénué de symptômes. Alors quelles sont les molécules qui rentrent? Les protéines, telles qu'on les mange, n'arrivent jamais dans le sang parce qu'elles sont découpées en fragments de plus en plus petits, donc c'est très très rare, c'est quasiment impossible même qu'on ait une authentique intolérance alimentaire. Ça, c'est un concept qui est apparu dans les années 90 et en fait, il n'y a aucun fondement scientifique. Sauf que dans le langage populaire, on n'emploie pas le mot intolérance dans le même sens qu'on l'emploie en immunologie. En immunologie, une intolérance, c'est une réponse qui est immunitaire, qui est déclenchée par un élément avéré, alors que quand on parle d'intolérance, je ne supporte pas bien le poivron, je ne supporte pas bien l'artichaut, j'y suis intolérant, c'est une manière de dire que ça nous insupporte ou que ça nous gêne, mais ça n'a pas la même signification intolérance dans ce cas-là que quand on parle d'immunité. Le problème, c'est qu'il y a des laboratoires menés par des gens qui ont besoin de faire du business et qui ne connaissent pas la physiologie, qui disent on va vous faire un test sur 80 aliments pour voir ceux auxquels vous êtes intolérant, et vous allez même en trouver auxquels que vous ne mangez pas. C'est déjà arrivé ça. Je suis intolérant à des aliments que je ne mange pas. Et comme les gens sont très cons, on leur rend les réponses en vert, en orange ou en rouge, des fois qu'ils n'aient pas compris. Donc ça, on sait très bien, pour l'avoir regardé quand même sur des populations assez importantes, qu'on peut avoir des gens asymptomatiques qui ont plus de résultats positifs que des gens qui ont très peu de résultats positifs. Et souvent, ceux qui sont positifs, c'est ceux qu'on mange le plus, parce que la réponse immunitaire qu'on observe, c'est une réponse d'immunisation et de tolérance. Donc, mauvaise piste. Mais on verra quand même que certains aliments vont jouer un rôle, mais il n'est pas immunitaire. Il y a des fragments de bactéries, c'est très très peu connu et c'est essentiel dans ces pathologies, c'est ce qu'on appelle des endotoxines. Donc c'est des fragments de bactéries qui rentrent quand l'intestin est perméable. Alors, ça intervient dans quelques effets mineurs, perte de connaissance, choc septique, insuffisance rénale, diabète, inflammation, arythmie, maladie auto-immune. En dehors de ça, ça ne fait rien. Donc, autant dire que c'est typiquement des situations qu'on va aller rechercher au niveau biologique. Et puis, normalement, les protéines, quand on les consomme et qu'on les digère, sont scindées en fragments de plus en plus petits. C'est ce qu'on appelle des peptides. Et c'est ces molécules-là qui, parfois, peuvent jouer un rôle assez étonnant. Je vous l'explique. Vous avez ici la muqueuse intestinale avec des brèches. Imaginez que vous veniez de manger un repas indien avec du poulet, donc il y a des protéines de poulet, mais il y a d'autres protéines qui arrivent. Et normalement, ces protéines sont découpées par les enzymes, qui sont là, en fragments de plus en plus petits. Quand tout se passe bien, les perles de ce collier, donc les acides aminés, rentrent dans nos cellules, et on reconstruit des protéines dans chaque tissu en fonction de nos besoins. Donc ces molécules qui apparaissent ici, que j'ai symbolisées sous forme de ruban, elles ont théoriquement une durée de vie très courte, puisque dès qu'elles apparaissent, elles sont dégradées, et normalement, on n'entend pas parler. Sauf qu'il y a deux protéines bien particulières qui, dans l'estomac, donc plus haut, en milieu acide, se concentrent et s'agglomèrent de manière extrêmement dense
ce qui va compliquer, quand les fragments de ces protéines arrivent dans l'intestin, ça va compliquer le travail des enzymes. Et ces deux protéines sont parfaitement connues. L'une, c'est la gliadine, qui fait partie du gluten, et l'autre, c'est la caséine A2, spécifique du lait des vaches Holstein. Alors, les vaches Holstein, on les reconnaît facilement par rapport aux autres vaches, parce qu'elles font meuh et qu'elles font du lait. On les reconnaît sans problème. Donc, les enzymes qui essaient de dégrader ces protéines, elles se retrouvent un peu à jouer à pierre et ciseaux. Donc, il y a des fragments de ces molécules qui rentrent dans l'organisme. Il y a quoi? 6, 8 acides aminés. Le système immunitaire ne les identifie pas comme étant des dangers. Tout va bien, sauf que ces molécules, elles portent un nom bien particulier qui va peut-être vous interpeller si vous faites du sport régulièrement. Ça s'appelle les exorphines. Ça rappelle quoi? Endorphines. Les endorphines, c'est des opiacés qu'on fabrique. Les exorphines, c'est des molécules qui ressemblent aux opiacés, sauf que elles font des effets opposés, c'est-à-dire qu'elles vont perturber un certain nombre de processus, elles vont augmenter la douleur, l'anxiété, on va les retrouver associées à migraine, acouphènes, vertige, réveil nocturne du 3 heures du matin, c'est évoqué aussi sur tout ce qui est dyslexie, etc. Donc, il y a effectivement une amélioration des symptômes quand on enlève les aliments qui amènent le gluten et la caséine, mais ça n'a rien à voir avec un problème immunitaire. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous avez vu, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont concernées, qui ont eu des problèmes de fibromyalgie ou autres, améliorés par cette alimentation, alors qu'ils n'ont jamais eu d'inflammation sur leur bilan sanguin. Donc si la douleur est présente et qu'il n'y a pas d'inflammation, c'est qu'il y a ça qui est présent. Et pourquoi est-ce que c'est aussi fréquent aujourd'hui dans la population? Parce que le meilleur moyen d'annuler les effets des exorphines, c'est d'amener des opiacés. Et qu'est-ce qui s'est banalisé aujourd'hui pour traiter la douleur, un peu partout? Le CBD. Le CBD, c'est un opiacé, donc c'est comme en maths, plus annule le moins, ou l'inverse. Donc toutes ces situations où les gens ont des douleurs non inflammatoires, améliorées par le CBD, on doit penser qu'il y a une perméabilité intestinale chronique, qui peut être liée à l'activité physique, au stress, à plein de choses. Et alors, il y a des auteurs qui évoquent cette situation-là, évidemment, dans l'alcoolisme, dans l'addiction, parce que ces molécules jouant sur les récepteurs des opiacés, ça participe au processus d'addiction, ça participe à l'anxiété, et assez souvent, ce que j'explique dans mes bouquins, pour avoir fait aussi une thèse d'alcoolologie, le grand débat des psychiatres, c'est un débat qui remue les foules, c'est est-ce qu'on est alcoolique parce qu'on est anxieux, ou est-ce qu'on est anxieux parce qu'on est alcoolique? C'est un peu comme si vous demandiez à un garagiste, est-ce que c'est parce que mon pare-brise est cassé que mon pare-choc est abîmé, ou est-ce que vous pensez que c'est parce que le pare-choc est abîmé que le pare-brise est cassé? Il vous dirait, non mais, ça n'a rien à voir, c'est pas l'un qui est responsable de l'autre, c'est deux conséquences de deux choses, en fait, qui sont d'une part un stress chronique qui génère de l'anxiété. Quand vous avez de l'anxiété, il y a une stratégie qui consiste à tout contrôler, donc je contrôle ce que je mange, ou au contraire à dire, et puis merde. Et là, on part dans des débordements. Et la deuxième cause, c'est ces logiciels perturbés au niveau de l'intestin. Donc, vous voyez, il y a des travaux là-dessus qui sont assez nombreux. L'optimisation nutritionnelle, je vais tenir du délai. Les solutions à notre disposition, donc boissons glucidiques à l'effort, et puis j'ai parlé d'autres petites choses assez rapidement pour laisser la place aux questions. Ça devrait aller, hein? Bon, ça j'aime bien. C'est authentique. Hein. On va éviter ce cheminement, cabinet médical vers la pharmacie et vers le cimetière. On va, si on peut éviter, c'est très bien. Donc, il y a des études qui montrent que la perméabilité intestinale provoquée par l'activité physique est moins importante si on consomme des glucides à l'effort, je ne dis pas avant ou après, mais pendant, comparativement à des situations où on n'en consomme pas du tout. Par ailleurs, le fait d'avoir des glucides en cours d'activité, ça va agir sur des gènes, donc on revient sur l'épigénèse, des gènes qui sont responsables de l'inflammation. Donc, dit en français, consommer des glucides à l'effort réduit l'inflammation. Avoir une alimentation chroniquement privée de glucides augmente les états inflammatoires dans la durée. Moi, j'y peux rien, hein, c'est des études. Je pas... Si c'est pas ce qui est raconté par ailleurs, moi je commente les études qui expliquent que la privation glucidique réduit les états inflammatoires. Moi, je vois plein de gens qui font des régimes cétogènes, qui arrivent avec des douleurs chroniques, ils disent pourtant ça m'a fait du bien. Ah bon, pourquoi? Bah, j'ai perdu du poids. Je dis, oui, et votre rhumato, il est content. Il dit, ah ben non, mais c'est pas le sujet. Bah oui, c'est pas le sujet.
L'alimentation ayant des effets anti-inflammatoires, donc de vrais oméga 3. Alors en fait, les oméga 3 qui ont un rôle vraiment inflammatoire, ils viennent du plancton que mange le poisson, donc plutôt produits marins, ou devraient provenir de l'herbe ou du lin que mangent les animaux terrestres. Et il y a une cinquantaine d'années en arrière, on peut retrouver, on fait une datation au carbone 14, on tombe sur l'aile de la cuisse, grosso modo. Il y a eu un changement brutal de l'alimentation des animaux terrestres, avec un appauvrissement de toute la chaîne alimentaire en oméga 3, y compris dans le lait maternel. Il y a un pédiatre niçois, qui s'appelle Gérard Ayot, qui a montré en 2006 que les enfants d'1 an qui recevaient en consultation de pédiatrie étaient plus gras que les enfants d'1 an qui recevaient 20 ans avant, et que ce n'était pas lié à autre chose qu'à l'appauvrissement du lait maternel. Donc les oméga 3 viennent des petits poissons, les œufs bio, la filière bleu blanc cœur, vous avez peut-être entendu parler, c'est des animaux qui sont nourris au lin, donc vous avez du poulet bleu blanc cœur qui est plein d'oméga 3, du jambon bleu blanc cœur, du saucisson bleu blanc cœur, qui est du saucisson à écailles. Et puis au niveau des oméga 3 végétaux qui n'ont pas exactement les mêmes effets, tout ce qui est mâche, roquette, noix, huile de noix, pourpier, etc. Le thé vert qui amène beaucoup d'éléments protecteurs, les flavonoïdes, alors le thé noir aussi, mais le thé vert en amène davantage. Pomme, ail, oignon pour une substance qui s'appelle la quercétine, qui est une molécule à la fois antioxydante, anti-inflammatoire et qui module l'expression des gènes. Tous les fruits rouges, le chocolat. Bon. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai une addiction au chocolat ». Alors l'addiction, moi qui travaille en alcoolologie, ça me fait mourir de rire quand j'entends parler de ça. La grenade, les raisins pour le polyphénol, le vin rouge plutôt bio, pour une cuite bio, ça fait moins mal à la tête. L'avocat qui a plein de molécules bénéfiques pour le système immunitaire. Vous savez qu'il y a une expression qui dit qu'il faut toujours un bon avocat pour sa défense. Boisson d'effort à chaque entraînement, et bien sûr le curcuma qui a plein d'effets protecteurs. Mais comme la majorité de ces molécules sont solubles dans les graisses ou dans l'alcool, si vous prenez du curcuma, que vous faites avec un jus de légumes, vous allez avoir des sels très riches en curcuma. Si vous mettez un peu d'huile, tout ira bien. C'est plutôt des conseils positifs que des conseils négatifs. Le curcuma, ça fait plein de choses, anti-inflammatoire, neuroprotecteur, épigénétique, antioxydant, détoxicant. Il améliore la sensibilité à l'insuline, il sort le chien, il trie les papiers, enfin, tout le monde doit en avoir. Les plantes adaptogènes. Alors, c'est des plantes qui restaurent tous les logiciels au niveau des fonctions cérébrales, qui normalisent, c'est-à-dire que ce qui est trop bas, ça le remonte, ce qui est trop haut, ça le fait rebaisser. Les plantes adaptogènes, vous en connaissez certaines, comme le ginseng, la rhodiola, par exemple, les deutérocoques. Moi, j'adore, je travaille beaucoup avec ça. Et il y a pas mal d'études menées dans un pays dont on ne va pas donner le nom, donc c'est mené en Russie, avec des travaux notamment chez les spationautes, enfin, c'était les cosmonautes, pardon, les Russes. Alors, sur le temps de compréhension de l'information, c'était crucial. Par exemple, Dimitri, j'avais dit gauche, pas droite. Bon. Donc, c'est un peu gênant si on est dans l'espace. Et puis, la précision. Vladimir, j'avais dit, pas casser la fusée. Bon, voyez. Donc, on montre qu'il y a une nette amélioration dans la compréhension de l'information, dans la précision, dans la récupération sur les tâches cognitives. Et si jamais vous avez des ados qui sont insupportables, qui font des études et du sport de haut niveau en même temps, il ferait mieux d'être toxico et d'être sur la tablette. Les plantes adaptogènes vont vraiment les aider à gérer au mieux cette situation, d'autant qu'il y a un gros stress derrière, parce que quand on mène 2 projets en même temps, on met un très gros niveau d'exigence, donc on est des stressés potentiels. Les plantes adaptogènes, c'est vraiment ce qui permet de mettre de l'huile dans le moteur. Gestion du stress, il y a des travaux qui montrent que la méditation améliore l'expression de certains gènes qui permettent de diminuer l'inflammation. Le tai chi fait la même chose. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Et l'activité physique aérobie améliore également la synthèse de certaines molécules qui permettent la réparation des neurones. Donc, c'est jamais du temps perdu si les gamins vont faire du sport au lieu de finir leurs devoirs. Et puis voilà. Et puis là, il y a la référence que je pourrais transmettre. Et merci pour votre attention avec ce proverbe Shadok auquel je suis très attaché. La plus grave maladie du cerveau, c'est de réfléchir. Merci pour votre attention. On a démarré à 14h05. Je suis venu à 15h35. Je suis désolé, je suis à l'heure. C'est depuis que je suis suisse, ça. Merci en tout cas. Eh bien, merci Denis pour cette richesse d'informations. On va passer aux questions.
un petit quart d'heure de questions, tout juste. Une question longue que j'ai le temps de voir. Bonjour. Vous avez présenté tout un diaporama concernant le stress et le sport, entre autres. Est-ce que ça, c'est totalement adaptable et de la même manière pour des chefs d'entreprise, par exemple? Totalement. Totalement, chef d'entreprise, et puis aussi ce que j'appelle le stress du DRH. Bon. Le stress vient souvent de situations contradictoires. On a deux parties de soi qui sont en opposition. Et si on ne comprend pas cette opposition, quelle que soit la décision qu'on prend, il y a toujours une part de nous qui est en souffrance et on est en stress. Je donne un exemple concret. Vous êtes DRH dans une boîte dont le patron l'a obtenu de son père, qui la tient de son grand-père, c'est une entreprise familiale qui est solidement implantée, qui doit survivre. Et puis, vous recevez Kevin, 30 ans, la casquette en arrière, qui est réputé pour faire des choses n'importe comment, pour lui annoncer qu'il ne va certainement pas rester dans l'entreprise. Au moment où vous faites ça, il y a une partie de vous qui se dit « je suis maman, ça pourrait être mon fils ». Peut-être qu'il est un peu encore assez âgé, mais ça pourrait être mon fils. Une partie de moi n'est pas d'accord pour le mettre dehors. Et puis une partie de vous qui se dit « ma fonction, c'est de permettre la pérennité de l'entreprise, donc il faudrait que je le fasse ». Et si on ne comprend pas qu'il y a un stress à ce moment-là, quelle que soit la décision qu'on prend, on est en stress. Et ce que nous a appris la neurobiologie, c'est que quand on est en stress, la partie du cerveau qui travaille s'appelle le système limbique, c'est celui qui provoque toute la somatisation. Et il y a deux stratégies qui permettent de repasser en mode intelligent et de ne pas être anéanti par le stress. Ça, c'est les travaux de Jacques Fradin, qui, dans un ouvrage qui s'appelle L'intelligence du stress. C'est le questionnement ouvert et la dérision. Donc, dans ce cas de figure, typiquement, Kevin, c'est un plaisir de te recevoir. À ton avis, quelle est l'importance que j'accorde à ma fonction? Quel sens ça a pour moi? Alors là, déjà, il y en a comme ça. Ben, pour moi, c'est vital de très bien faire les choses. Okay? Est-ce que tu comprends que cette entreprise, elle est implantée, qu'elle doit se pérenniser, etc. Oui. À ton avis, quand on voit ton engagement, qu'est-ce qu'on ressent? Ce qui est très important dans ces situations-là, c'est pas de partir sur du factuel tout de suite, puisque quelqu'un qui est en stress peut être de mauvaise foi, vous dire la Terre est carrée, je l'ai vu, il y a un YouTuber, il a plein de likers, la Terre est carrée. C'est l'émotion qui ne peut pas être disqualifiée. Dire quand je suis là, mère de famille, qui a un gamin, qui reçoit un gamin qui a le même âge, qui est un branleur, on va dire, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il le vit, qu'il faut lui dire qu'on doit être mis dehors, à ton avis, qu'est-ce que je ressens? Ok. Et pour autant, à ton avis, qu'est-ce qui va être la décision qui me paraît très juste? À partir du moment où on fait ça, on réconcilie les deux parties de soi qui sont en désaccord, et ça permet d'atténuer l'essentiel du stress qui est là. On fait la même chose, par exemple, s'il y a des kinés ou des ostéos ou des thérapeutes dans la salle. Et j'aime bien l'exemple des kinés. Vous savez, les kinés, ils ont un agenda qui est rempli, puis il y a toujours la place. Donc, vendredi, 14h, le kiné, il a fait du 8h, 20h toute la semaine, et il y a une mamie qui l'appelle, qui lui dit ah, « j'ai le dos, machin, est-ce que vous pouvez me prendre d'urgence ?» Au moment où la mamie, elle appelle, il a un nœud au ventre, parce qu'il y a une partie de lui qui se dit « ah mais non, mais la vioque, non, tant pis, je suis en week-end. » Puis il y a une partie de lui qui dit « tu vas pas la laisser souffrir tout le week-end. » Donc, pareil, s'il n'a pas identifié qu'il est en stress, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il y a une partie de lui qui ne sera pas d'accord. S'il dit « non, 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 non !» Il va rentrer chez lui, il y a une petite voix qui va lui dire « quand même, tu te rends compte, toi, tu vas passer un week-end tranquille et la mamie, elle est en train de souffrir. » Et puis s'il dit « bon, allez, je vous prends à 20h, 21h », il y a une petite voix qui va lui dire « les gars, si tu fais un burn-out dans 2 ans, ne viens pas pleurer. » Donc, il n'a pas réglé le problème. Comment on gère ça? Typiquement, c'est ce que je vais faire. Dire, alors oui, madame, il n'y a aucun souci. Je peux vous voir vendredi à 23h45, vous serez la 38e personne que je reçois. Est-ce que ça vous rassure? Questionnement ouvert, dérision. Et là, 2 options. Soit dit, non, mais en fait, ça peut attendre. Et là, on se dit, merde, j'ai failli me faire avoir. Soit dit, non, 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 j'ai vraiment très mal. Donc là, on est en rationnel, on se dit, ok, dans mon agenda, il y a madame Dupont, c'est la 15e fois qu'elle vient, il y a un créneau, je vais l'appeler, dire, madame Dupont, excusez-moi, voilà, je vous explique, est-ce que ça vous embête que je vous décale? La mamie, on a rappelé, vous venez là. Et donc, on a trouvé une solution qui est passée d'abord par 1, j'identifie le stress, 2, j'accepte l'émotion qui l'accompagne, et 3, je cherche une solution rationnelle à la situation.
Et toutes ces situations-là s'appliquent aussi dans le domaine artistique, dans le domaine scolaire. L'autre jour, j'avais un gamin, pareil, en stress, master, il est quasiment majeur de sa promo, il dit « J'ai extrêmement peur de rater mon concours ». Et je dis « Il y a deux options. Soit tu as fait 5 premières années de médecine que tu as foiré après avoir fait 4 fois le bac, et puis tu as fait 3 premières années de kiné, puis à 52 ans, tu veux être naturo, et tu as peur de rater, j'entends bien. Soit tu as toujours tout réussi et tu as peur de rater. Ah ben là, mais j'ai toujours tout réussi. Donc comment tu comprends que si tu as toujours tout réussi, tu as envie de rater? Il dit, bah parce que je veux absolument réussir. C'est mon projet. Ok. Si jamais tu rates, genre, mais il est débile, lui, j'ai dit un truc, il dit l'inverse. Si jamais tu rates, qu'est-ce qui se passe? Ah ben je redouble et je réussis. Donc, ah ben oui. Et du coup, le fait d'identifier les situations, ça allège énormément. Donc, si dans tous ces cas de figure, si on arrive à identifier ce qui nous met en stress, les gens disent je suis stressé au travail, moi j'en vois plein en consultation, je suis stressé au travail. Racontez-moi ce qui vous stresse. Ah, je suis trop perfectionniste. Je dis vous avez raison, il vaut mieux faire couler la boîte, surtout en ce moment, c'est une très bonne idée. Non, il faut aller au bout du truc. Qu'est-ce qui vous met vraiment en zone d'inconfort? Quitte à dire aux collègues, vous savez, vous êtes content de ce que je fais, mais moi, je ne suis jamais totalement satisfait parce que je suis très exigeant. Et il y a une personne en consultation qui me dit, vous savez ce qui s'est passé? Avant, les gens me disaient, on est content de ce que tu as fait. Maintenant, ils me disent, tu peux être satisfait de ce que tu as fait. Ça change tout dans l'appréciation du stress. Donc ça s'applique à tout. Et chez les sportifs, chez les musiciens, chez les danseurs, chez les chefs d'entreprise, c'est la même problématique. Tout ce qui a du sens et qui est porteur d'une grande valeur et d'un fort engagement est potentiellement facteur de stress puisque la peur d'échouer est extrêmement forte, même s'il n'y a aucun argument qui laisse à penser qu'on va échouer. Ouais. Je peux poser une deuxième question? Bien sûr, allez-y. Je serai aussi long sur la réponse. Donc là, on a évoqué des situations de stress, ouais. que ce soit sportives ou professionnelles. On peut avoir des personnes qui sont naturellement plus ou moins stressées. Et là, pour revenir sur la poule, l'œuf ou je ne sais trop quoi, est-ce que le stress peut venir d'un déséquilibre alimentaire ou est-ce que c'est forcément une génétique, des situations enfantines ou autres? Si les facteurs qui déclenchent le stress sont à un faible niveau, même si on a des déséquilibres alimentaires, on s'adapte parce que le niveau de contrainte, la vitesse de renouvellement des neurotransmetteurs n'est pas un challenge pour le cerveau. Obligatoirement, si la personne ressent du stress, c'est qu'il y a des situations, ils vont dire souvent « Ah, c'est des petits riens ». Mais c'est parce qu'ils le regardent à l'échelle des faits divers, mais par rapport à leur niveau d'exigence, ça peut être des choses qui ont une résonance importante. Quelqu'un, imaginons, à qui la mère disait « Mais tu peux jamais avoir un truc propre », qui fait de gros efforts et puis qui se rend compte que ces gamins, ils prennent le goûter, il reste sur la table un couteau avec de la confiture dessus, il pète un câble. Ah, je suis stressé. Par quoi? À cause de mes gosses. C'est pas à cause de ses gosses. C'est à cause d'un couteau qui part de la confiture que les autres ne s'en rendent pas compte. Les gamins, dans leur schéma, c'est pas grave. Et donc, il est toujours très important de savoir qu'il y a toujours des facteurs de perturbation qui vont susciter un niveau de stress. Les erreurs alimentaires ou les mauvais choix vont juste contribuer à ce que le niveau de tolérance va être beaucoup plus faible chez certains que chez d'autres. Mais il ne suffit pas de mal manger pour succomber au stress. Moi, je voulais demander, par rapport justement au stress et aux propositions éventuelles de médicaments, enfin, chimiques, d'expérience, enfin, à un moment donné, de refuser et d'être entendu, enfin, d'être jamais entendu des deux côtés, soit trop naturel, soit trop chimique. Justement, malheureusement, on n'a peut-être pas tous des Denis Richer à côté de chez nous et qui peuvent nous entendre. Comment faire la part des choses, comment au bout d'un moment être entendu par le très conventionnel et à un moment donné on n'écoute plus dans le refus, dans le trop naturel. Alors déjà le problème de départ, c'est qu'aucune de ces deux stratégies de prise en charge est forcément appropriée puisque les psychiatres vont peut-être mettre des antidépresseurs sur un fond d'anxiété.
Et l'anxiété est en conséquence du stress. On va juste émousser la personne sans régler le problème du stress. Donc, comme ça ne marche pas, on va monter les doses et ça va aggraver le tableau. Les traitements dits naturels, tout dépend. Comment dire, je dis souvent que s'il y a le feu chez quelqu'un, il ne faut pas que les pompiers se pointent chez le voisin. Autrement dit, avant de parler de telle ou telle plante très appropriée, il faut d'abord identifier. Il y a des questionnaires pour ça, il y a des gens qui ont été formés. C'est pour ça que j'avais développé un enseignement universitaire pour développer une méthode où on peut évaluer s'il y a un niveau d'anxiété, niveau de stress, niveau de dépression, si la dopamine est là. En fait, on va regarder l'ensemble, quelle est la part de l'impact de l'activité physique sur les déficits et sur le cerveau, quelle est la part du stress sur le cerveau, quelle est la part du problème immunitaire. Et donc, la réponse, elle est systémique. C'est-à-dire que la psychiatrie ou la psychiatrie alternative naturelle est toujours dans l'idée du traitement du symptôme et jamais aller chercher la cause. Il y a 80% des diagnostics de psychiatrie qui sont très mal posés. Parce que la psychiatrie repose sur un registre qui s'appelle le DSM, où S, c'est statistique. Bon. Les gamins étiquetés hyperactifs. Bon, moi, j'en vois plein au cabinet. Ouais, j'aime vous voir, est-ce que vous avez autre chose que la Ritaline? Oui, oui. Et puis le gamin, on discute avec lui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il comprend à 3000 à l'heure, il s'emmerde en classe. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il met le bazar, et donc on cherche une camisole chimique qui soit un traitement social. L'authentique hyperactif, vous le mettez sur quelque chose qui le passionne, 10 minutes après, l'ordi il est passé par la fenêtre, il a tout renversé, c'est un cas sur 100. La plupart des gamins étiquetés hyperactifs, si vous les lâchez sur quelque chose qui les passionne, vous pouvez partir en vacances, vous revenez, ils n'ont pas bougé. Donc, déjà en soi, il y a des étiquettes et des diagnostics qui sont posés, qui sont inappropriés, notamment chez les enfants HP, qui sont toujours mis dans des cases parce que, comme ils ont un mode de fonctionnement différent, le psychiatre, face à lui, c'est nouveau, c'est imprévisible, ça échappe au contrôle, et puis ça touche à son ego, parce que merde, j'ai pas fait 15 ans d'études pour pas comprendre ce gamin. Donc, c'est le Limbic qui décide, et le Limbic, c'est antidépresseur ou Ritaline. Donc, la problématique, elle est souvent qu'on n'est pas pris en charge comme il faut, parce qu'on met des étiquettes alors qu'on ne regarde pas ce qui se passe. La majorité, moi je vois sur l'accompagnement du stress, la majorité des gens que je vois, une fois qu'on fait comprendre que votre exigence, elle n'est pas négociable, l'importance que vous donnez au sens des choses, c'est pas négociable, que sachez à l'avance que quand vous avez cette exigence, 80% des gens vont être en stress et qu'il faut identifier les situations de stress chez eux et les anticiper. Ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui réussit et qui met un gros niveau d'exigence, il n'a jamais face à lui des gens qui sont 100% contents. Il y a une partie d'eux qui vont dire Kevin, c'est super ce qu'il fait. Bon, c'est pas le même Kevin. Hein. Kevin, c'est super ce qu'il fait, vraiment. Et puis il y a une partie qui dit il m'énerve, je serai jamais aussi bien que lui. Et donc, parce qu'il y a une dualité chez la personne qui le regarde, il y a un stress, et le stress, il va se manifester de manière absurde, fuite, lutte ou inhibition. Typiquement, on va entendre dire un truc, ou enfin, de toute façon, c'est facile. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui, sur une conférence, un congrès comme ça, qui était venu me dire ou enfin, pour toi, tout est facile, tu as eu la chance d'écrire des bouquins. Bon. Je dis, oui, mais je vais te raconter comment ça s'est passé. J'ai dit, voilà, j'étais allé à un spectacle, à l'entrée, il y avait un chapeau, on devait écrire notre nom sur un papier, mettre le nom dans le papier, puis à la fin, il y avait un tirage. C'est mon nom qui est sorti, et alors il y a un grand truc de lumière qui est tombé du ciel, un truc qui m'est rentré dedans, et le lendemain, j'avais écrit le livre. C'est-à-dire que j'aime bien jouer sur l'absurde. L'absurde est souvent l'expression du stress. 80% de ce qu'on entend, il y a des mots qui trahissent le stress. Toujours, jamais, yaka, il faut, c'est simple, il suffit, c'est de la faute. Ah, t'es trop, yaka. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Pas trop, c'est con. M'énerve. Pour votre santé, évitez de grignoter la journée. Moi, je m'en fous de grignoter la nuit. Autre exemple, un patient, 45 ans, il veut construire une maison, il doit faire un emprunt. Il n'avait pas vu un médecin depuis 10 ans, fait un bilan, cholestérol, machin, tout dans le rouge. Convoqué chez le cardiologue, c'était à Perpignan, je m'en souviens, alors je vais vous le faire avec l'accent catalan, tant qu'on rigole. Il est convoqué par le cardiologue, il dit « Monsieur Roche, ça ne va pas du tout, votre bilan, il n'est pas bon. Il faut surveiller votre alimentation. » Il dit « Ça tombe très bien, je suis chasseur, j'ai acheté un fusil, j'ai monté la garde autour du frigo. » C'est-à-dire que c'est des phrases toutes faites. Gardez vos distances. Pendant le Covid, sur l'autoroute, respectez les distances. On ne savait pas si c'était par rapport à la voiture qui était devant, ou si c'était par rapport à notre passager qui devait être à 1 mètre de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'injonction est l'expression du stress. Donc, vous identifiez le stress. Première chose à faire, c'est trouver la stratégie de communication
pour vous remettre en mode intelligent et pas vous laisser contaminer. Vous apprenez à faire ça, plus besoin de traitement naturel ou alternatif, vous allez juste être 90% du temps paisible. On se laisse embarquer en fait dans le stress de l'autre, qu'on prend en sérieux. Et a fortiori, quand on aime faire des choses bien, il ne faut pas croire que ça fasse plaisir à tout le monde. Autre question? J'avais dit que je ferais long. Ouais, enfin au niveau du timing, on est un peu juste, mais il y a encore une petite alors. Hein. Ouais. Non, juste savoir sur la réversibilité ou pas par rapport à, on va dire, au stress engendré par le manque de glucose dans l'activité physique et autres. Enfin, Alors, c'est-à-dire si par exemple, tu n'en as jamais consommé et que tu commences à en prendre. Non, mais disons, pendant des années de restriction, on va la faire courte au niveau apport calorique, notamment du glucose, avec une grosse dépense derrière. Hein. Bon dégât sur tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Il faut beaucoup moins de temps pour rattraper qu'on a eu pour casser, mais ça ne se fait pas en 2 jours. Mais c'est possible. C'est une demi-saison, même pas. Ouais. Le tout, c'est le gros chantier, c'est de faire sortir du stress, puisque changer quelque chose qui avait la chance d'être connu, voilà, j'ai toujours fait comme ça, même si ça me portait préjudice. Je vais faire autrement, j'ai peur que ça me porte préjudice. Le plus gros chantier, en fait, c'est d'identifier le stress potentiel qu'il y a à faire changer une habitude, même si elle est bonne. La question un peu de savoir si elle est bonne, c'est que c'est un changement. Et une fois que ce changement-là, on a pu l'instaurer, les personnes, on leur fait toucher du doigt les bénéfices qu'ils en retirent, et en général, ça va très vite. Parce qu'il y a le stress qui a joué un rôle dans cette histoire. Si on est dans des stratégies d'éviction, etc., c'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose qui relève du contrôle. Donc le contrôle, il est témoin du stress aussi. Voilà. Bon. Eh bien, encore merci, Denis Richer, vraiment, pour cette belle prestation pointue, très riche.